Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission spécialement dédiée au 7e art ici en Afrique. J'ai nommé Tous au ciné, un numéro un petit peu particulier ce soir puisque l'on s'intéresse à un documentaire sur Cheikh Hamidou Kane, Kaocher, le patriarche. Donc un documentaire dont nous allons voir quelques extraits ce soir. La personne à laquelle on s'intéresse est écrivain, également haut fonctionnaire. Il est encore vivant, il a marqué l'histoire du pays, l'histoire également littéraire. Il a écrit L'aventure ambiguë en 1962 et Les gardiens du temple en 1995. Autant vous dire qu'on n'a plus besoin de le présenter. En revanche, pour en parler ce soir avec moi sur ce plateau, deux personnes, deux experts, je dirais, pour analyser un petit peu à la fois la forme et le fond. Et celles-ci, je vais vous les présenter. Dans un premier temps, à ma gauche, il y a Mosso qui est le réalisateur donc, de ce documentaire. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, dites-nous un petit peu en 2-3 phrases, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard. Comment est-ce que s'est passé le tournage? Quand est-ce qu'il a été réalisé et comment cela s'est passé? Bon, merci d'abord pour l'invitation et merci aussi aux éditeurs de Immédiat. En fait, c'est une rencontre avec l'auteur qui m'a permis en fait d'avoir l'idée de réaliser le film. Qui veut dire que j'ai lu le livre très très tôt dans ma vie. Je l'ai lu presque en cours primaire. Bon, j'avoue que je n'avais pas compris grand-chose. Depuis, je l'ai relis peut-être plus de 100 fois. Et chaque fois que je le lis, je découvre quelque chose de nouveau. Et c'est là où s'est née ma fascination de l'aventure ambiguë. Et plus tard pour l'homme, qui veut dire l'écrivain, sa vie et son histoire. Une passion que l'on ressent, vous avez été très loin dans l'analyse. On verra dans quelques instants dans les extraits, on découvrira un petit peu ce personnage de Cheikh Hamidou Kane, un personnage extrêmement complet et je pense tout aussi ambigu. Je ne pense pas dire de bêtises en m'avançant sur ce sujet, mais ce soir, nous ne sommes pas que deux. À ma droite, nous avons Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye, vous êtes psychologue. Psychosociologue. Psychosociologue, exactement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, expliquez-nous un petit peu, est-ce que Cheikh Hamidou Kane a été très étudié dans votre domaine? Dans mon domaine, non, certainement pas. Certainement pas. Ce que je peux avoir apporté comme contribution, ce ne sera certainement pas en qualité d'expert de la question, mais simplement pour apporter le regard qu'un psychosociologue sénégalais peut avoir sur cette œuvre historique très connue que personnellement j'ai étudiée, mais il y a très longtemps à l'école, mais j'avoue que j'en ai que quelques réminiscences. Bon, maintenant, j'espère qu'avec l'apport de M. Sow, cela va me rafraîchir un peu la mémoire pour me permettre de plaquer un certain nombre d'analyses et de considérations sur, effectivement, les problèmes thématiques généraux que pose, effectivement, l'aventure ambiguë et peut-être, globalement, l'œuvre de M. Kane. Effectivement, car l'aventure ambiguë, les gardiens du temple parlent tout simplement de la construction identitaire, un sujet qui nous concerne tous. Et c'est dans ce sens-là que ça rentre un petit peu à la fois dans nos cœurs et dans nos cerveaux. Mais justement, pour nous rafraîchir la mémoire, je vous propose déjà de regarder quelques extraits du documentaire réalisé par Mosso, Kaocher, le patriarche. Regardez. Cheikh Hamidou Kane, Kaocher, bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes le grand auteur
de l'aventure ambiguë, mais également des gardiens du temple. L'aventure ambiguë en 61 et les gardiens du temple en 1997. Ces deux livres sont successivement l'histoire de ma vie, celle de ma génération, celle de mon pays, celle de mon continent. Fadel Cheikh Hamid dañ ko kura Fadel Maranda kanko de ko Mamada Suudu Fadel Awakan Fadel bibe Maguette Diop o nene kan Fadel e Mayram Fadel na Fadel e Cheikh Hamid Fadel e Mam Fadel Salif Ba et Samba Diallo, comme tous les deux, étaient à l'école occidentale. L'un cherchait à être philosophe et professeur. L'autre voulait être ingénieur et technicien. Je suis Samba Diallo, je suis Salif Ba, penseur, philosophe, mais en même temps, j'ai aussi été engagé dans l'action. Salif Ba et Samba Diallo sont nés dans la même culture, ont subi la même éducation religieuse musulmane, rigoureuse, ont vécu l'éducation Peul profondément. Mon ancêtre, Alpha Siré, était Diallo. Maranda kanko de ko Mayram Cheikh da ha Cheikh wa Cheikh Fadel Cheikh Racine Cheikh Alpha Siré avait dit qu'il fallait que ses descendants soient des musulmans orthodoxes, que ses descendants éduquent leurs enfants dans la culture halpulaar, Peul, Jokere Endam, respect de la hiérarchie d'âge. L'aventure ambiguë a été publiée à une époque où le débat sur la rencontre des cultures, la culturation faisait fureur. Cheikh Hamidou Kane arrive, le patriarche comme je l'appelle, arrive, je vous prie de vous lever pour l'accueillir. Aujourd'hui, l'aventure ambiguë, c'est un chef-d'œuvre incontestable de la littérature mondiale qui mérite toute sa place dans ce que Goethe appelait le panthéon des great books. Certains voient dans l'aventure ambiguë le monde soufi. La vie autour de Tcherno, c'est l'existence d'un soufi. Qu'il ne vit que pour le Coran. C'est aussi ignorer ce petit aspect qui fait que le maître Tcherno l'a un peu martyrisé, cette noblesse qui est dans le sens du maître Tcherno, une infirmité morale qui est dans le cœur des Dialobés. Tout ce qui peut faire l'orgueil d'une classe sociale. Nous avons un maître qui essaie d'échapper à une réalité socioculturelle. C'est lié au fait que lui, il s'accroche justement à un enseignement religieux, mystique, profondément, qui fait le culte du détachement, qui est le soufisme. Le héros aura du mal à concilier le point de vue de sa culture et la marche du monde. J'ai fait mourir Samba Diallo aux mains
d'un personnage que j'ai appelé le fou et qui était déjà dans ce livre une manifestation de la présence d'identités mortifères des conservateurs, aussi bien au plan religieux qu'au plan culturel, qui étaient prêts à défendre leur identité, ce qu'ils considéraient comme étant leur identité essentielle, au besoin en tuant ceux qui n'étaient pas du même avis qu'eux. Samba Diallo et lui, le fou, ont eu la même éducation de base, religieuse, traditionnelle, sur la culture peul. Si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ils iront en masse. Ils y apprendront toutes les façons de lier le bois au bois que nous ne savons pas. Mais, apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront vaut-il ce qu'ils oublieront? Alors Monsieur Sow, c'est vrai que le temps a passé, on a beaucoup appris depuis. Vous nous expliquiez avoir eu la chance de rencontrer Cher Hamidou Kane et que c'était en partie ce qui vous avait inspiré. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière de faire connaître ce grand monsieur à une génération qui en réalité ne lit plus tellement? À l'époque, les Sénégalais et le monde entier l'ont découvert à travers son œuvre. On le sait, aujourd'hui, les modèles ont un petit peu changé et cela se perd. Il risquait de partir avec l'eau du bain, comme qui dirait. Oui, c'est ça le souci principal, c'est que les jeunes, ils ne lisent plus beaucoup, comme d'antan. Nous, on a lu, on a beaucoup lu dans notre truc, mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus portés dans les, dans les technologies nouvelles, telles que comment on appelle les Snapchat, tout ce qui est les réseaux sociaux, comment on appelle l'Instagram, Facebook, tout ça. Donc moi je pense que le plus important aujourd'hui c'est de le mettre devant eux, de le mettre sur des plateformes qu'ils maîtrisent. Et les plateformes qu'ils maîtrisent aujourd'hui c'est le digital. Donc c'était important qu'on le digitalise pour l'immortaliser. Et je pense qu'on doit faire autant pour le reste de nos œuvres, si on veut bien les préserver. Effectivement, surtout bien continuer à les promouvoir, je dirais. Mais est-ce que vous avez conscience que ce monsieur aujourd'hui, considéré comme un ancien et ses réflexions étaient si contemporaines? Parce que les sujets, eux, sont toujours d'actualité, je dis ça, parce que les thématiques à la fois identitaires, de construction et d'incertitude sur l'avenir sont plus que jamais d'actualité au fond. Oui, il y a quelqu'un, je pense, qui l'a évoqué dans le documentaire, qui a parlé du livre comme quelque chose aujourd'hui qui devait figurer dans ce qu'on appelle le panthéon des great books. Parce que si vous regardez des livres comme L'Art de la guerre, ça a écrit pendant très très longtemps, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de directeurs généraux, il y a beaucoup de stratèges politiques qui s'appuient dessus pour leur stratégie et tout ça. Et je pense que ce livre aussi fait partie de ce style de livres qui sont intemporels, qui évoluent avec le temps. Nous disions donc que les sujets étaient que les thématiques en tout cas étaient plus que jamais d'actualité. Et effectivement, vous citiez Sun Tzu, L'Art de la guerre, qui est également un livre d'apprentissage. L'art de la guerre n'est qu'un titre, mais on peut appliquer ces valeurs à beaucoup d'aspects de la vie contemporaine. C'est un petit peu la même chose en fait pour Cher Hamidou Kane et son œuvre. C'est ça, qui veut dire que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les questionnements restent les mêmes, ça reste intact et il y a beaucoup de réponses qui n'ont pas encore été données à ces questions-là, donc ça reste entier. On passera des moments et des moments à analyser ce qu'il voulait dire, le contexte et tout ça, mais le questionnement est encore là, c'est actuel. Cette fois-ci, cette question s'adresse à vous, Monsieur Ndiaye. Dans l'aventure ambiguë, Cher Hamidou Kane parle donc de l'opposition entre les cultures occidentales, françaises, européennes et la culture traditionnelle peul. Est-ce qu'il y a vraiment choc de ces cultures? Choc de la tradition et je dirais, de l'occidentalisme, symbole de modernité. J'ai bien entendu,
Bon, d'abord, j'aime pas trop le terme de culture traditionnelle. Je trouve que c'est péjoratif. Nos cultures ont besoin d'être valorisées, donc il faudrait trouver d'autres qualificatifs qui les mettent véritablement en valeur. D'une part. D'autre part, est-ce qu'il y a eu choc culturel entre l'Occident et l'Afrique de façon globale, parce qu'il n'y a pas que les Peuls. Bon, si on particularise les Peuls, on ne perçoit pas véritablement l'impact et la profondeur de la rencontre entre l'Occident et la culture africaine de façon globale. Les Occidentaux sont arrivés chez nous avec une volonté de nous détruire. Donc ça a été un choc extrêmement violent, physiquement violent, économiquement violent, humainement, ça a été littéralement le génocide. Donc on ne peut pas ne pas évoquer le caractère violent, et donc c'est plus qu'un choc, c'est véritablement quelque chose d'horrible qu'on ne peut même plus raconter aujourd'hui, parce que l'esclavage est passé par là. Au-delà de l'esclavage, après les affres de l'esclavage, combien de millions d'Africains déportés vers l'Amérique, les îles, etc. Bon, je ne voudrais pas que ça se limite d'ailleurs au seul monde occidental. Le monde arabo-islamique a fait autant, sinon pire, parce que le monde arabo-islamique n'avait pas un projet économique à travers l'esclavage, c'était plutôt un prestige social que d'avoir des esclaves et de les mettre dans des harems où ils avaient leurs épouses, des dizaines d'épouses, et donc l'esclave devait être émasculé pour que le propriétaire soit sûr que ses épouses, bon, voilà. Donc, effectivement, ça a été un choc. Plus qu'un choc, ça a été une tragédie, la rencontre entre l'Occident et le monde africain. Après l'esclavage, donc, il y a eu, mais littéralement, l'occupation coloniale. L'occupation coloniale avec tout ce que cela représente. Bon, on parlait de culture, mais quand les Occidentaux sont arrivés à travers déjà l'esclavage, il leur fallait justifier leur présence en disant que les Africains ne sont pas des êtres humains. Et ensuite qu'il fallait les civiliser. Par conséquent, il fallait qu'ils détruisent tout ce qu'ils ont trouvé ici comme réalisation économique, scientifique, culturelle, technique, etc. Ils ont tout rasé. Et c'est à partir de cela qu'ils pouvaient raconter à leur peuple, resté là-bas, en Occident, que oui, c'est des sauvages, c'est même pas des êtres humains, regardez, ils ne savent même pas parler, ils ne savent même pas penser, etc., etc. Bon, ils ne savent pas rigoler. Ça me rappelle une scène qui s'est passée quelque part dans un palais à Paris, où des Noirs ont été présentés à l'aristocratie qui était là. Oui, comme à l'exposition universelle, c'était vraiment comme aller au musée. C'était bien avant l'exposition universelle, et on les amène, ces Noirs-là, il faisait froid, ils n'étaient pas protégés contre le froid, et ils voulaient, ils font des blagues entre eux, les aristocrates qui étaient là, et ils disent ensuite, vous voyez, ils ne savent même pas rigoler, ils n'ont rien compris, ce n'est pas des êtres humains, etc. Donc, légitimement, bon, et l'Église a suivi. Oui, un dénigrement profond. L'Église a suivi pour légitimer donc cette pratique de l'esclavage. Bon, donc, c'est pour vous dire dans quelles conditions est-ce que vraiment
l'esclavage, la colonisation et globalement la rencontre entre l'Occident et le monde noir, le continent africain, ça a été vraiment une rencontre extrêmement violente et déshumanisante. Donc, à partir de cela, mais il est évident que tout ce qui a été réalisé, c'était dans la perspective non seulement d'une déshumanisation, mais d'un profit économique. Il n'y avait pas d'autre justificatif que ça, l'économie, l'économie, l'économie. Et c'est à partir de cela qu'ils vont nous apprendre leur culture. Et que donc, c'est resté à voilà. la décolonisation. Voilà Pourquoi on peut parler de choc. Ça me fait penser à une chose que disait M. Sow au départ. On parlait du changement de paradigme, du fait que l'ancienne génération avait tendance à lire, qu'aujourd'hui on était plus tourné vers les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas ça la nouvelle colonisation, je dirais, de l'Occident, une colonisation cette fois-ci purement culturelle et plus douce? Moi je dirais que bon, les choses ont avancé. Nous sommes en 2020, nous sommes au 21e siècle. Il y a sur le continent africain de très grandes évolutions qui se sont opérées concomitamment avec l'évolution technique, scientifique, médicale, etc., le niveau des enseignements, etc., à travers le monde entier. Les choses ont énormément évolué et l'Afrique a effectivement pu en profiter. Oui, c'est une réalité. Bon, maintenant, effectivement, nous sommes à une époque où nous sommes toujours dans une position de consommateur. Nous consommons tout ce qui vient de l'Occident. Mais il n'y a plus, ce n'est pas seulement aujourd'hui l'Occident. C'est pourquoi je veux faire part du fait que le monde a littéralement explosé. Les Asiatiques ont pris leur élan et sont en train de réaliser des choses fantastiques sur tous les plans, scientifiques, techniques. Aujourd'hui, le monde des médias et des multimédias, les Asiatiques sont certainement plus avancés que les Occidentaux au sens européen et américain. Bon. Et nous consommons certes ce qui vient d'Occident, mais nous consommons également ce qui vient de l'Asie, en particulier de la Chine, du Japon, de la Corée, etc. Bon, moi, je suis relativement optimiste quand je vois tout cela, parce que je me dis que l'Afrique ne peut pas ne pas s'imposer dans, effectivement, cette évolution vers les connaissances, les sciences, les techniques, tous les progrès que l'époque actuelle permet. Et pour le moment, notre retard est dû simplement à des épiphénomènes. Et cet épiphénomène, c'est quoi? C'est le fait que jusqu'à présent, nous ne sommes pas complètement indépendants et qu'on nous met des freins pour nous empêcher de nous développer par nous-mêmes, parce que à partir du moment où nous nous développerons par nous-mêmes, à partir du potentiel que nous avons ici chez nous, chez les jeunes, chez tous ces universitaires, chez tous ces hommes d'affaires, ma foi, plus ou moins intégrés au système mondial, je vous assure que l'évolution va se faire très très vite à partir du moment où nous serons véritablement indépendants et autonomes dans nos décisions. Monsieur Sow, je vous vois hocher la tête. Bon, je vais peut-être corroborer 2-3 trucs qu'il a dit. Je me tends vers lui, hein. Je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'est pas autonome. Il y a la mainmise de l'Occident dans tout ce qu'on fait. Mais aussi, je pense que bon, on est en train quand même de se rattraper à grands pas. Et j'ai confiance aux générations futures que ça se fera très 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 bientôt. Et voilà, je pense qu'on est en train d'y œuvrer. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, digitaliser notre histoire pour savoir d'où est-ce qu'on vient, pour pouvoir, pour laisser quelque chose à la plus jeune génération pour qu'ils savent. Parce qu'on dit que si tu ne sais pas
ce que tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Donc c'est important qu'on ait quand même cette base, qu'on le laisse pour eux, pour qu'ils puissent avancer, aller à l'avance. Parce que de toute façon, la culture, c'est un élément prépondérant de l'avancement d'une certaine société, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, aujourd'hui l'Amérique est là où elle est, parce qu'ils nous ont imposé notre culture. Nous, quand on était jeunes, on aimait bien, en fait, on s'identifiait bien avec Michael Jordan, on s'identifiait avec Coca-Cola, on s'identifiait avec McDonald's et tout ça. Et ça, c'est à cause de Hollywood, qui veut dire que c'est Hollywood qui a été vraiment le PR, le RP de la civilisation occidentale aujourd'hui. Oui, ce n'est pas que l'Amérique, hein, c'est la civilisation occidentale en général. Et nous, aujourd'hui, on a des outils, on a les mêmes outils, on a été dans les mêmes écoles, on a la même éducation, donc il n'y a rien aujourd'hui qui nous arrête, il n'y a rien qui nous empêche de faire la même chose, parce qu'on connaît le chemin. On a étudié avec eux, on a les mêmes outils, donc voilà. Aujourd'hui, si vous voyez des films comme Wakanda, c'est des histoires africaines, il y a de grandes histoires qu'on peut raconter, on en a plein. Mansa Moussa, c'est une piste aujourd'hui. Voilà, il y a l'Empire du Mali, ça finit pas. Et peut-être que l'innovation, c'est que jusqu'ici, l'histoire africaine et sa culture n'étaient pas écrites. Les histoires et les cultures africaines n'étaient pas écrites. Aujourd'hui, non seulement elles sont écrites, mais elles sont filmées, réalisées. Et c'est peut-être ça également qui va nous permettre de divulguer, de promouvoir un modèle. Oui, mais il faut que ce soit fait par nous. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que notre histoire est en train d'être racontée par autres que nous. Et c'est là où il y a le problème. Il faut qu'on s'approprie notre histoire et il faut qu'on le raconte de notre manière. Parce que si vous voyez aujourd'hui des réalisateurs américains raconter des histoires africaines, voilà, c'est parce qu'on a beaucoup de contenu et il faut qu'on se l'approprie. Il ne faut pas qu'on le laisse. Il faudra que... La condition sine qua non pour que nous puissions raconter nos histoires, réaliser nos cultures, la condition sine qua non, c'est quoi? C'est la base économique. Nous ne sommes pas propriétaires de nos ressources. Nous avons les entreprises qui sont là à travers le Sénégal, à travers un certain nombre de pays, surtout les pays francophones. Toutes ces entreprises appartiennent aux étrangers. Mais je vous assure que le jour où l'immense majorité de ces entreprises appartiendront effectivement à des nationaux africains, vous verrez les ressources qui vont rester sur place, les ressources financières, les moyens matériels, etc., vous verrez la transformation aller très très vite et nous serions à ce moment-là maîtres et possesseurs effectivement de notre culture, maîtres et producteurs de notre histoire. Donc, laisser les autres écrire aujourd'hui encore notre histoire, c'est accepter que nous n'existons pratiquement pas et que ces gens-là sont toujours en train de dévoyer notre histoire parce qu'ils ne la raconteront jamais comme nous pourrions la raconter. Mais justement, c'était peut-être ça aussi l'intérêt de faire parler cher Hamidou Kane, le faire revenir lui en tant qu'Africain. Il le dit, il a grandi dans cette culture Peul, cette éducation Pulaar. Il a aussi fait l'école française. Il ne faut pas oublier qu'il a été un haut fonctionnaire. On parlait de choc tout à l'heure. Est-ce qu'il n'est pas la preuve qu'on peut naviguer et vraiment réussir ce melting pot? Est-ce qu'on ne peut pas réussir à être critique sur ces deux modèles? La question se dirige à la fois à l'un et à l'autre. Monsieur Sow, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le film, lui, il évoque plus que les deux cultures peuvent cohabiter. Donc, c'est quelqu'un qui a été quand même dans la politique, il fut ministre pendant très très longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans les deux registres et qui a grandi, qui a fait ses études supérieures en France.
et qui a quand même qui a servi au Sénégal. Donc il a vu les... Moi je me sens à peu près de ce point de vue, qui veut dire que je pense que si on s'était rencontrés dans un terrain neutre, qui n'était pas parce qu'on était des colonisés, les colonisateurs, on voulait juste faire des échanges commerciaux, qu'on était des États qui sont venus pour échanger avec eux. Je pense que cette rencontre serait beaucoup plus fructueuse que celle qu'on a eue, qui veut dire entre colonisés et colonisateurs. Qui a un rapport de force. Oui. Sur une terre vierge, tout aurait été différent. Exactement. Oui, mais je pense qu'effectivement, M. Kane a vécu au moins 24 à 25 ans de sa vie à l'époque coloniale. Et combien d'années? Peut-être 70 ans à peu près. Il est toujours en vie. Bravo pour lui. Donc ça lui fait 92 ans. Bon, donc voilà. Je pense que effectivement, M. Kane appartient à une génération qui a vécu très longtemps pendant l'époque coloniale, au moins 20 ans, 25 ans, et qui a bien connu toutes les pratiques du système colonial. Et en tant qu'intellectuel, il avait donc la capacité de comprendre de quoi il était question et quels étaient les enjeux. De plus, il a eu à aller en Europe. Aller en Europe a aussi des avantages, parce que cela permet de comparer. Il quitte le Sénégal, où les Français avaient installé un système presque esclavagiste, parce que l'indigénat, ce n'est pas autre chose. L'indigénat fonctionnait, surtout que lui, il n'était pas des 4 communes. Même ceux qui étaient des 4 communes, comme on dit, les 4 communes, c'était Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée. Bon, ce qu'on appelait donc des citoyens des 4 communes, c'était une façon en réalité de diviser. Les autres n'étaient que des sujets. Les autres étaient des sujets, eux étaient des citoyens. Mais c'était simplement une façon de diviser, parce que un habitant de Dakar, un habitant de Saint-Louis, devant le petit blanc d'origine rurale du Vercors ou quelque chose comme ça, il se sentait toujours inférieur. Il se sentait toujours inférieur. Et si jamais il avait la prétention de se mettre au même niveau que ce petit blanc, on lui ferait sentir très très vite qu'il était un négro. Donc lui, Cheikh Hamidou Kane, a eu la possibilité de comparer. Et de voir justement qu'il n'était pas qu'un négro, comme on pouvait essayer de lui faire croire. Bon, donc ce qu'il pouvait comprendre à ce moment-là, c'est fondamentalement son essence d'être humain. Parce que il a compris, en arrivant sur le territoire français et européen, qu'il avait, en tant qu'être humain, autant de valeur que ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'il le méprisait? Pourquoi est-ce qu'il le racisait? Pourquoi est-ce qu'il le mettait plus bas que terre? Pourquoi? Je pense que tous ces questionnements devaient le hanter. Et par conséquent, la prise de conscience qu'il a exprimée à travers ce livre, mais était le résultat nécessaire. Pour essayer, oui, effectivement, de changer. Mais cette, tout à fait, parce image. que ça lui montrait quoi? Qu'il était aussi intelligent que ces gens-là. Pour le français, pour l'occidental en général, écrire un livre en particulier. Aujourd'hui encore, ça se voit. On invite dans les médias occidentaux, dans les médias français en particulier, ceux qui ont écrit des livres. Si quand vous regardez dans tous les médias français, bon, que ce soit TF1, France 2 ou France 24, etc.,
dès que vous écrivez un livre qui va dans le sens de la norme, bien sûr, on vous invite quand etc., vous pensez on vous de la invite. même manière. Donc, vous voyez que M. Khan avait, même à ses propres yeux, surtout à ses propres yeux, une très grande valeur. Il devait à ce moment-là comprendre qu'il avait autant de valeur que n'importe lequel de ces individus blanchis. Et justement, il l'a prouvé par la suite, notamment en s'impliquant dans la politique du pays, dans la création du Sénégal tel qu'on le connaît aujourd'hui, le Sénégal post-colonial. Et pour ça, regardez un deuxième extrait. Pays des Dialobé dans l'aventure ambiguë et Sessène dans les gardiens du temple. Quel est ce pays imaginaire? C'est le pays de l'identité africaine noire, dont les habitants ont été colonisés, ont subi une politique de négation de leur identité. On a substitué à leur langue une langue étrangère. Ils ont tous ressenti cette colonisation, cette exploitation comme inadmissible. C'est vrai de toutes les régions naturelles et culturelles de l'Afrique. Oui. Pays outil, oui. C'est celui que les désormais dirigeants et maîtres du pays des Dialobé doivent construire vers l'avenir une pleine liberté, une pleine souveraineté, une pleine maîtrise de la santé et du confort de la population. Il n'y a pas que l'Occident face à l'Afrique. On n'a pas suffisamment parlé de l'homme d'État. Et cela transparaît effectivement, surtout dans les gardiens du temple. Il y a des modèles économiques qu'on peut envisager à partir des gardiens du temple. Il y a de nouveaux profils de personnages qu'on peut imaginer à partir des gardiens du temple. Même si les gardiens du temple, c'est un roman politique qui milite aussi pour le développement et évoque là plusieurs problèmes, même de l'émancipation de la femme. Mais même dans les gardiens du temple, qui est un roman politique, je l'ai dit, les 30 premières pages de Les Gardiens du Temple sont essentiellement axées sur l'éducation spirituelle. Le grand problème, c'est sauver Dieu, sauver les traditions, mais il faut aussi s'adapter à l'évolution du monde. Chez Hamidou Khan, que ce soit dans l'aventure ambiguë, que ce soit dans Les Gardiens du Temple, qui prend une autre orientation politique, mais il y a toujours la présence de l'essence originelle, la culture. Votre culture, vous ne devez pas la négliger. Bon, bien sûr, il y a des aspects aussi rétrogrades, surannés, dépassés de la culture. Mais l'essence, il faut la garder, parce que ça fait partie du patrimoine même de la tradition, et tout en s'adaptant aux apports du monde nouveau. C'est la suite de l'aventure ambiguë. C'est l'histoire de ma vie, dans une certaine mesure depuis ma naissance, jusqu'au moment où nous avons obtenu ce qu'on a appelé l'indépendance. Dans les gardiens du temple, j'appelle Senghor Toubab noir et Mamadou Dia un noir Toubab. Samba Diallo revit à travers les gardiens du temple sous l'appellation cette fois de Salif Ba. À la sortie de l'aventure ambiguë, pendant des années, j'ai eu le sentiment que les gens avaient mal interprété le fait que Samba Diallo meurt à la fin de l'aventure ambiguë. Ils en ont déduit que la conciliation entre notre culture, notre identité de Dialobé, d'Africains, de non-occidentaux, avec la culture occidentale, conquérante, colonisatrice, que cette conciliation n'était pas possible. On a déduit que selon l'auteur que je suis, Samba Diallo était la preuve de l'impossibilité d'une rencontre fructueuse entre ces cultures. Alors que dans mon esprit et dans mon projet d'écrivain,
Il s'agissait, en faisant faire mourir Samba Diallo, d'attirer l'attention sur le caractère risqué de cette rencontre et sur le fait qu'elle pouvait déboucher dans la difficulté. La Grande Royale va reprocher au maître de s'envelopper d'ombre et de se retirer de son foyer. Et nul, dit-elle, je l'affirme, ne pourra donner le bonheur au Dialobé. Donc l'ombre ne suffit pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la Grande Royale va faire? Elle va choisir la lumière éclatante, la lumière occidentale, l'école des Blancs, même si celle-ci est définie plus tard par le chevalier comme étant un feu d'artifice, l'éclat méridien d'une civilisation exaspérée, un mirage. Samba Diallo est entré à l'école des Blancs et il a suivi cette école des Blancs jusqu'au niveau supérieur. Le fou a rencontré les Blancs à la même période que Samba Diallo, mais en tant que colonisé, exploité colonial, en tant que, surtout, ancien tirailleur sénégalais. Ils sont revenus au pays des Dialobé. Tandis que Samba Diallo était venu avec la conviction que la synthèse est possible, la coexistence est possible. Le fou, lui, était convaincu, d'après ce qu'il a vu en Occident, l'exploitation dont il a été victime, ainsi que tous les colonisés noirs, travail forcé, guerre entre occidentaux. Il en a conclu que l'exemple de l'Occident n'était pas un exemple à suivre et qu'il fallait surtout rejeter l'Occident. Je voulais vous demander, poursuit le maître, peut-on apprendre ceci sans oublier cela? Et ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie? Selon vous, qu'avons-nous oublié en nous mettant à l'école occidentale et quel prix pourriez-nous payer pour cet oubli? Nous avons appris la maîtrise technique pour améliorer la condition humaine. Ce que certains ont perdu, c'est leur identité, leur culture. Mais si ces ressortissants de la colonisation occidentale avaient éduqué leurs enfants dans la maîtrise de leur langue natale, dans la foi en leur culture, leur identité culturelle, leurs mœurs, leurs traditions, ceux qui vont à la rencontre de l'Occident auraient appris l'art de vaincre, ils auraient appris la technique sans pour autant perdre leur culture. Voilà un extrait encore très intéressant de Kaocher, le patriarche. Donc le documentaire que vous avez réalisé, je parlais d'ambivalence en début d'émission. Là, on a pu bien le ressentir dans cet extrait. On y voit à la fois un griot, donc symbole de la tradition africaine, de toute cette oralité. Et aujourd'hui, cher Hamidou Kane, âgé donc de plus de 90 ans, qui s'exprime au micro d'un journaliste sénégalais, en l'occurrence Mamoudou Ibra Kane. Peul, d'ailleurs, tout comme lui, est-ce que c'est pas pour montrer la continuité justement de cette tradition orale que tous ces apports, ces apports culturels, qu'ils soient occidentaux comme celui de la radio ou plus africains comme avec ce griot, est-ce que tout cela justement n'est pas totalement compatible? Et est-ce que ce n'est pas la continuité? Est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu, est-ce que la boucle n'est pas bouclée, je dirais? Bon, c'est comme vous l'avez constaté, hein, vous avez vu qu'il y a trois médiums de communication qui se sont chevauchés devant vous, qui veut dire qu'il y a un griot, nous ce qu'on appelle, c'est un mot qui n'aime pas la culture traditionnelle, et je pense que vous avez raison de ne pas l'aimer. Et
aujourd'hui, Mamadou Ibra Kane, c'est un journaliste moderne, des temps modernes et tout. Et aussi, il y a un autre truc qui va venir au-dessus, qui va être le cinéma et tout ça. Donc, toutes ces trois plateformes sont compatibles. Aujourd'hui, c'est ce que je pense qu'on doit faire sur toute notre histoire, qui veut dire que transposer et aller vers une continuité qui nous permette aujourd'hui que nos histoires soient éternalisées par tout ce qui va venir comme moyen technique. Comme quoi, l'Afrique c'est très bien adapté au monde moderne avec sa tradition, que la tradition n'est pas synonyme d'immobilisme. Pour vous, Monsieur Ndiaye, une autre question. On l'a vu donc, cher Hamidou Kane était très engagé également politiquement dans la construction du pays. Tout à l'heure, Monsieur Sow l'a dit, il a été ministre, c'est lui qui a créé Petrosen à l'époque. Quelle est la place du modèle politique dans la construction identitaire d'un individu? Écoutez, parce que là, on changeait de paradigme, on passait de la colonisation à la on à passe l'autonomie. effectivement de la colonisation à ce qu'il a appelé les indépendances, et il a parlé de souveraineté. Bon, mais en même temps, il a parlé de Senghor en le qualifiant de noir, Toubab noir, et de Mamadou Dia en le qualifiant de noir Toubab. Ou bien c'est l'inverse? Je ne sais pas trop. Et Toubab de l'extérieur et il est africain de l'intérieur, ça c'est Mamadou Dia. Et Senghor, il a qualifié de quelqu'un qui était Toubab de l'intérieur et qui était africain de l'extérieur. Mamadou Dia serait profondément un noir qui le vit comme tel. Exact. Et qui en est fier. Exact. Alors que Senghor était plutôt noir à l'intérieur, non, noir à l'extérieur, mais profondément un blanc qui renie sa négritude. Impacté par la colonisation et tout ça. C'est peut-être d'ailleurs l'une des grandes motivations. Ce serait intéressant de faire toute une recherche sur Senghor pour comprendre son rapport à la négritude. Je pense que, bon, je ne vais pas évoquer, il y a des choses à ne pas évoquer ici peut-être, on n'en a pas le temps. Mais pour répondre à votre question, moi je dirais qu'effectivement, laissons ces histoires de tradition de côté. C'est un vocable dépressif qui nous déprécie. Moi, je dirais simplement que nous avons une longue histoire qui part de l'Égypte. Cher Anta Diop, on ne peut pas l'évoquer ici. Mais ce changement de paradigme politique... Justement, je vais y arriver à ce changement de paradigme. Parce que nous avons une vieille culture, très ancienne, avec de très grandes réalisations scientifiques, techniques, etc., les mathématiques. Mais c'est l'Afrique. Mais tout cela, quand la colonisation est arrivée, a été balayé. Tout à l'heure. Et on nous a imposé un langage dans lequel nous trouvons le mot tradition. Et nous le prenons en charge comme si c'était bien d'avoir... Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a eu une longue parenthèse historique. C'est l'esclavage, c'est la colonisation, aujourd'hui c'est la néocolonisation. Mais je vous assure que l'Afrique est en voie, tout prochainement, de se débarrasser de toute cette parenthèse pour retrouver sa véritable histoire et sa place dans l'histoire. Je suis sûr que nous avons les moyens et le potentiel, les ressources nécessaires pour que nous reprenions effectivement ce que disait tout à l'heure cher Hamidou Kane, la construction de nos pays, de nos villes, de nos infrastructures, de nos écoles, de nos universités, de nos hôpitaux, etc. Tout cela, nous sommes à la veille de grands bouleversements qui vont profiter à l'Afrique plutôt qu'aux Occidentaux. Et justement, vous parlez de l'école. Pour cher Hamidou Kane, c'est dit dans le documentaire, l'école française est arrivée comme un symbole en fait, de réussite. C'était devenu un préalable à l'ascension sociale telle que le blanc l'avait imposé sur le territoire. C'est dans ce sens-là que je parlais de changement de paradigme politique. Et avec ça, on s'en rend bien compte aujourd'hui, l'arrivée également du capitalisme.
Est-ce que le capitalisme est compatible avec nos valeurs, avec vous n'aimez pas le terme, voilà, on va dire nos spécificités culturelles? Mais vous parlez de quel capitalisme? Le capitalisme tel qu'il a été imposé à partir le modèle occidental de capitalisme. Exactement. Mais c'est pour savoir s'il y a compatibilité. Nous ne sommes pas encore sortis complètement de la domination occidentale. Le capitaliste sénégalais d'aujourd'hui, il occupe une place franchement très très secondaire dans le système capitaliste mondial. C'est un minus. Bon, donc véritablement, il n'existe pas encore en tant que tel. Et moi, je pense que le système que nous devons construire devra être novateur pour que tout ce que nous avons appris des dérives et peut-être même du caractère tragique de l'histoire du capitalisme occidental, que nous arrivions au moins à le mettre de côté et à construire quelque chose de novateur qui soit plus profitable à l'Afrique sur le plan économique, social et culturel. Mais du coup, dans ce sens-là, la polémique très actuelle, là, pour le coup, autour de la démocratie, de la liberté et de la religion suscitée par les caricatures du prophète était donc inévitable. Mais écoutez, tout cela, c'est un jeu qui se déroule dans le monde franco-francophone. Nous sommes marginalement concernés effectivement par ces débats qui se déroulent là-bas avec des enjeux politiques locaux entre l'extrême droite qui menace de prendre le pouvoir et une droite qui ne sait plus quelle idéologie elle peut développer et une gauche qui se cherche terriblement. Mais pour dire que c'est un choc qui est toujours là, qui n'est plus le choc de la colonisation d'antan, mais la preuve que sur certains points, il est difficile que le syncrétisme est difficile sur certaines questions. Non, moi je prends les propos de M. Macron comme simplement de la provocation. Bon, et si dans le monde musulman en général, les réactions ont été très fortes, vous avez bien remarqué que dans le précaré français, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, etc., les réactions n'ont pas été aussi visibles. Il est question, dans certains pays du Moyen-Orient, par exemple, de boycotter les produits français. Ici, non seulement le chef de l'État n'a même pas abordé cette question, mais pour lui, il n'est certainement pas question de boycotter les produits français. Par conséquent, vous voyez que vraiment, c'est de façon marginale que nous sommes impliqués dans ce débat franco-français. Bon, ça, c'était un peu pour les questions de fond. Revenons un peu au documentaire, Monsieur Sow. Les personnes qui interviennent sont relativement âgées. Il y a beaucoup de témoignages à la fois sur l'homme, mais également sur son œuvre. De ce que vous avez vu, de ce que vous avez pu constater lors des tournages, est-ce que les jeunes sont toujours aussi passionnés par Cheikh Hamidou Kane et son œuvre que l'a pu être, par exemple, votre génération? C'est tout le débat, c'est ce qu'on essaie de faire, qui veut dire qu'on essaie de mettre devant eux, on essaie de responsabiliser et mettre devant eux, comment ça s'appelle, le livre ou les livres, ou l'histoire de ces hommes illustres qui nous ont servi, ces hommes qui nous ont fait entrer dans l'histoire. Donc c'est ça le souci, c'est de vraiment montrer aux jeunes, c'est de leur amener ces écrits, de leur faire voir dans les plateformes qui sont sensibles, qui veut dire le digital et tout ça. C'est là où il y a la bataille, le combat. C'est d'arriver à leur faire lire, à leur faire apprendre leur culture. Oui, ramener, je dirais, le débat un petit peu intellectuel aux nouvelles plateformes. Et autre chose, c'est que les témoignages négatifs, je dirais, sont inexistants. Est-ce que c'est parce que cet homme fait totalement consensus, ou est-ce que vous avez rencontré quand même des personnes plus critiques à la fois sur l'homme politique et sur l'écrivain?
Bon. Ou peut-être que c'est un hommage? C'est peut-être c'est un hommage parce que quand même il a un certain âge et je pense pas que il y a des gens qui peuvent critiquer l'aventure ambiguë. Oui, c'est sûr, c'est critiquable, hein, mais c'est dans d'autres questionnements. Nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment répertorier notre histoire. Maintenant que cette histoire soit critiquée, et c'est le but, hein, il faut que ce soit critiqué, mais il ne faut pas qu'ils s'attendent que nous qu'on critique parce que c'est vraiment le mettre devant une certaine population qui veut dire que les plus jeunes, pour qu'ils apprécient et pour qu'eux aussi, ils puissent se l'approprier et peut-être critiquer. Mais il faut qu'ils la connaissent, cette histoire d'abord. Voilà. Et c'est le souci. Je pense que c'est un patrimoine qu'il faut absolument, et cela est significatif du peu d'enthousiasme du système politique actuel et éducatif à faire connaître les œuvres des Sénégalais, des Africains. C'est évident, ces gens-là n'ont pas intérêt à faire connaître ces œuvres. On continue encore dans les écoles, qu'est-ce qu'on fait? À nous parler de Victor Hugo, à nous parler de Sartre, de Montesquieu, etc., etc. Vraiment, il est grand temps qu'on balaye tout cela et qu'on revienne à nous-mêmes. Nos auteurs sont là. Cheikh Hamidou Kane, Sembène, Cheikh Anta Diop, etc., à travers le Sénégal, mais aussi à travers toute l'Afrique. Il y a énormément de choses à découvrir. Il faudrait changer tout le système éducatif sénégalais. Effectivement, on l'a vu dans notre dernier numéro, Sembène a pénétré les universités occidentales américaines. C'est le cas également de Cheikh Hamidou Kane. Il est temps que nous nous emparions de ces personnages. Et pour terminer, une question que peut-être cher Hamidou Kane aurait pu vous poser à tous les deux, c'est la sienne. Hein. Est-ce que ce que l'on apprend vaut ce que l'on perd, ce que nous perdons, selon vous? Ce que l'on apprend. Est-ce que ce que l'on apprend vaut ce que l'on perd? Peut-être pour commencer. Bon, on a quand même beaucoup appris. Hein. C'est vrai aussi, je pense que c'est à peser, c'est sur la balance et ça équivaut. On a perdu beaucoup de choses en allant à la rencontre de cette civilisation et aussi on a appris vraiment beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, moi, je dis que je suis un Samba Diallo qui a vécu très jeune au Sénégal, qui a vécu avec tout ce que le Sénégal nous a offert, mais aussi qui a vécu aux États-Unis, qui a vécu en Angleterre. Et je pense que la raison pour laquelle aussi je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu ces deux. Et pour moi, tous les deux sont valides, ils sont compatibles. Il faut qu'on trouve une balance pour qu'on puisse avancer. Et de temps en temps, c'est dans le mauvais que vous tirez le bien. On ne le dira jamais assez, le voyage est une richesse. Je me tourne vers vous désormais, Monsieur Ndiaye. Est-ce que selon vous, ce que l'on apprend vaut ce que l'on perd? Est-ce que nous savons ce que nous avons perdu? Nous avons été capables de l'évaluer? Non, mais parfois nous nos parents, avons perdu nos énormément. de nous le rappeler. En tant que psychologue, je vous dirais une chose. Nous avons beaucoup perdu parce que nous n'avons pas conservé la mémoire de ce que nous avons vécu et créé. Toutes les générations avant l'arrivée de l'Occident chez nous, tout ce que ces générations, il y a de cela des dizaines de milliers d'années, ont réalisé sur tous les plans économiques, agricoles, architecture, médicale, etc., dans beaucoup de domaines, dans le domaine spirituel également, etc. Mais tout ce qui a été réalisé pendant ces dizaines de milliers d'années, tout cela a été balayé. Nous n'en avons pas gardé grand-chose en termes de mémoire. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, nous puissions comparer ce que nous avons acquis avec la manipulation des Occidentaux par rapport à ce que nous avons perdu? Il est difficile de faire effectivement
la comparaison. Une volonté, ce qui est évident, c'est que nous avons la volonté de redevenir des Africains à part entière. Cela est possible. Et ce que le monde a créé, ce que l'humanité a créé, nous ne sommes pas étrangers à cela. Mais étudiez bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce que les Noirs ont apporté dans l'évolution technique, scientifique, médicale, etc., aux États-Unis, en Afrique du Sud et un peu partout, et vous comprendrez que, bien sûr, les Occidentaux cachent l'origine des réalisations scientifiques et techniques venant des Noirs. Bon, mais toujours est-il que, parfois, on peut savoir que tel progrès scientifique a été réalisé par un Noir, même si c'est un Blanc qui va signer ensuite le document disant que bon, telle réalisation a été faite par un Blanc. Bon, lisez un peu Lilian Thuram. Lilian Thuram le dit parfaitement bien. Dans, comment s'appelle encore son livre là? Non, attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Nos héros ou quelque chose comme ça. Bon, donc, difficile de comparer. On a quelques bribes simplement qui nous permettent de savoir qu'effectivement, l'homme noir est aussi capable, sinon parfois même plus capable que tous ces gens que vous voyez en Occident. Et que donc, on glorifie ce que nous avons appris, pour moi, c'est la marche normale de l'histoire. Ils ne pouvaient pas nous utiliser dans les champs, dans les bureaux, dans les maisons, etc., sans que nous apprenions des choses, parce que nous sommes fondamentalement des êtres humains avec des capacités intellectuelles énormes. Et voilà, et justement, peut-être que pour que notre histoire, notre culture, notre tradition et toutes ces grandes figures, ces grands hommes, ces grands ouvrages ne disparaissent plus, et bien écoutez, c'est la réalisation de documentaires comme le vôtre qui feront que ça reste. On dit que le droit à l'oubli n'existe plus avec Internet, et bien de la même manière, aujourd'hui, les Sénégalais, les Africains n'ont plus le droit d'oublier Ousmane Sembène, cher Hamidou Kane et tous les autres. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. Monsieur Sow, merci d'avoir été avec nous ce soir. Monsieur Ndiaye également. J'espère avoir permis d'ouvrir la discussion et peut-être à certains de découvrir ce grand homme qui était cher Hamidou Kane. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Très bonne soirée à tous et à bientôt pour un prochain numéro de Tous au Ciné.